Au commencement, ce furent des peuples, des coutumes et des traditions qui s'unirent autour d'un dessein commun. Jamais ces peuples n'oublièrent leurs racines à travers les siècles qui suivirent, mais jamais non plus ils n'oublièrent le chemin qu'avaient entamé leurs aïeux avant eux. Alors ils redoublèrent d'efforts pour assimiler les techniques anciennes tout en garantissant le renouveau de leur art. Je veux parler de nos ancêtres bâtisseurs, qui usaient de leurs mains pour leurs simples besoins esthétiques ou leur vitalité. Je veux parler de nos artisans et de ce qu'il y a de glorieux en eux. Je veux parler de Chartres, capitale du vitrail, dont les couleurs traversées par la lumière révèlent en nous des sensations puissantes de beauté et de contemplation. Les techniques utilisées au XIIIe siècle pour élever les vitraux de la cathédrale sont encore à l'usage aujourd'hui. D'abord, une phase de maquettage est essentielle pour respecter les mesures et les masses mises en exercice. La technique traditionnelle consiste à assembler des morceaux de verre soufflés à la bouche grâce à un maillage de plomb soudé à l'étain. Les possibilités de création sont immenses compte tenu de la variété des couleurs qu'il est possible d'associer aux vitraux. Des verres imprimés, unis, colorescents, floatés, proposant ainsi une palette de plus de 300 nuances de couleurs et de matières différentes. Je veux parler de la dentelle au point du pays d'Alençon, ville sanctuaire, ancienne cité des ducs, et de son savoir-faire vieux de 400 ans. Fraises, jabots, coiffes, robes et voiles de mariée, autant de techniques qui se sont transmises par enseignement oral et gestuel à travers les générations, et qui demandent 8 à 10 ans de pratique pour en être pleinement aguerris. Les mailles sont si fines qu'il est recommandé d'utiliser un calque de velin pour atténuer les reflets des rayons lumineux. La pratique de la dentelle ne dépasse que rarement 2 heures par jour, tant l'effort est intense pour les yeux. Je veux parler de Quintin et du pays d'Armorique, dont l'exportation des toiles de lin dites Bretagne ont fait la richesse des tisserands et marchands de la ville. Cette toile d'une finesse et d'une blancheur reconnues dans le monde entier était réalisée par les cultivateurs de la région pour compléter leur récolte de la semaine. Tout ce travail acharné, parfois non salariés, étaient concentrés dans ce fil, épuré et rustique, comme ces hommes et ces femmes qui ont donné tout leur amour pour le confectionner. Ce fil est ensuite tissé, en fait solidement lié par le croisement de fils tendus dans le sens de la longueur, dit fil de chaîne, et ceux tendus dans le sens de la largeur, dit fil de trame. Depuis des siècles, ces chaînes et ces trames se sont liées, et le processus de tissage est resté le même malgré les évolutions technologiques. Et comment ne pas évoquer la pierre de tuffeau, présente en grande quantité sur le territoire d'Anjou. Cette pierre calcaire à grains fins et poreuse, qui a la particularité de naturellement durcir et blanchir au contact de l'air, est encore aujourd'hui extraite et travaillée à la force des bras. De ces bras rustres et forts peuvent jaillir des courbes d'une intense émotion. Beaucoup d'efforts physiques et de sueur sont nécessaires à la réalisation de ces formes pures et poétiques. Le résultat est implacable. Et c'est de ce même amour pour la pierre que viennent les fastueux et rayonnants châteaux de la Loire, ainsi que la ville d'Angers, berceau des Plantagenets. On dit que la France consomme à elle seule près de la moitié de la production mondiale d'ardoise. En effet, on la retrouve dans la plupart de nos habitations et de nos monuments. L'ardoise de Corrèze notamment est surnommée la reine des ardoises pour sa longévité due à ses qualités exceptionnelles. Parfaitement imperméables, les ardoises de Corrèze sont également résistantes au gel, à la flexion et au choc. Elles garantissent donc des toitures plus que centenaires. C'est à un savoir-faire perpétué depuis le XIIe siècle qu'on doit la valorisation de cette roche, constituée de 3 étapes de façonnage, le rebillage qui permet de débiter les gros blocs, le clivage permettant de les fendre, puis la taille. Au cœur de l'Aveyron, région d'élevage, d'ovins et de bovins, le travail des peaux s'est développé au fil des siècles dans les ateliers de sellerie et de maroquinerie. C'est à Conques, dans les ruelles de la ville de Sainte-Foy, qu'un savoir-faire passionné s'est mêlé à un patrimoine reconnu. Le cuir a toujours été un matériau recommandé pour son caractère impérissable et sa facilité d'adaptation. En effet, le choix des teintures est varié et la découpe peut se faire aisément sur mesure. En revanche, les étapes de fabrication demandent une véritable maîtrise pour établir un gabarit, affiner l'épaisseur, parer les côtés, mettre en couture, piquer et pour finir assembler le tout. Je veux également faire notion du village 15 soixantenaire de Moussier-Sainte-Marie, qui
qui doit sa renommée au travail merveilleux des hommes et de la terre. J'ai nommé la faïence. C'est une technique de céramique obtenue grâce à un mélange de terre appelé poterie, recouvert d'un émail opaque à base d'étain. Elle nécessite plusieurs étapes de fabrication dont le façonnage de la pièce d'argile, tournée pour les pièces de forme simple ou estampée sur un moule pour les pièces complexes. Les éléments pratiques ou décoratifs sont ensuite collés à l'aide d'argile liquide dit barbotine. Une première cuisson permet d'émailler le biscuit avant sa décoration. La faïence de Moustier se distingue par son émail limpide d'un blanc crémé et ses colorations très harmonieuses de jaune, bleu, rouge et vert. Depuis les rapides de la Durolle jusqu'au confluent des fleuves, de l'océan, du monde, le Thiers a la silhouette parfaite de son savoir-faire. Il s'est organisé il y a près de 8 siècles, grâce à l'ingéniosité des couteliers thiernois, dont les actuels représentants sont bien souvent de lignée directe. Le travail est rude pour réduire une plaque d'acier inoxydable ou de carbone. Il faut d'abord redresser les lames qui ont été malmenées par la forge, enlever de la matière grâce à une émouture, puis polir les rainures laissées par la meule, ajuster la bélière, riveter l'axe reliant la lame au manche, puis polir, poncer, affûter, graisser. Toutes ces étapes de confection ont été standardisées avec l'apparition de la jurande, statut organisant la profession, qui permet encore aujourd'hui une productivité remarquable. En effet, l'industrie thiernoise fabrique près de 70% des instruments tranchants produits en France, et la confrérie du couteau de Thiers protège ce savoir-faire et ses finitions. Et faut-il également faire notion de l'ébénisterie et de la ville d'Autun, située au cœur de la Bourgogne, à la bordure sud du Morvan et de ses forêts pleines de contes et de légendes. Car partout où l'homme a posé sa marque est née une conscience, une mythologie qui appartient au domaine du mystère, au doute. Peut-être celui de la création. Car celui qui confectionne un meuble, qui choisit l'essence adéquate, qui en prend les mesures, en établit les dimensions, en extrait les planches, en assemble les éléments, en ponce la surface, puis en embellit les finitions, a, en prélevant cette cime, pu entrevoir le ciel. Je veux enfin parler de la vannerie, cet art utilitaire, dont la capitale se situe à Failles-Billot en Haute-Marne. Cette technique qui lie l'agilité de la main à la souplesse de l'osier a permis bien avant l'ère du polyéthylène d'arranger les formes. Par la magie du tressage, il est possible d'inventer des objets, de répondre à des besoins et d'utiliser son imagination de manière totalement manuelle et indépendante de tout progrès technique. La vannerie est un art de patience, où l'objet se manie péniblement, mais dont le résultat prouve la maîtrise. C'est un art circonspect par l'immensité de son potentiel, car une règle est transversale à tout type d'effort. Plus on y passe du temps, plus la beauté atteint la magnificence. À vous, auditeurs et spectateurs, sachez que tout est véritable, à condition d'y mettre sa pleine conviction. Et comme dirait Thoreau, un homme est riche de tout ce dont il peut se passer. Et comme l'artisan est auteur de tout, le mot qui mériterait la majuscule n'est pas richesse, mais artisanat. Aucun de ces hommes et ces femmes n'a décroché le trèfle, mais tous ont tenté d'élucider leurs doutes, en quête d'une inconsciente compétence, et cela quel qu'en soit le prix. Alors n'ayez pas peur de vous perdre, car l'on ne se perd que si l'on n'a point de but. Et un jour viendra où votre but n'aura été qu'un accomplissement.